de Madame Benaracho Kerima, qui va animer donc une conférence intitulée Abeilles et pollinisation, incidence agroéconomique et écologique, cause de déclin et moyens de protection. Madame la Présidente, honorable assistance, bonjour. Je tiens également à remercier les organisateurs de ce séminaire pour leurs efforts. Je me présente, Madame Benaracho Kerima. Je suis enseignante à l'Université de Constantine au niveau de l'Institut d'alimentation, de la nutrition, des technologies agroalimentaires. La communication que je vais présenter aujourd'hui porte sur le rôle des insectes pollinisateurs. Alors, c'est un sujet qui, depuis déjà plusieurs années, est au centre des préoccupations des instances internationales, gouvernements et organismes, puisqu'il concerne, il touche notre sécurité alimentaire. Alors, comme vous le savez, la sécurité alimentaire dépend de l'agriculture. Et les plantes cultivées que nous consommons donc, dépendent de leur reproduction et fructification et de leur survie des insectes pollinisateurs, de la pollinisation, laquelle est assurée évidemment par les insectes pollinisateurs. Donc, avant de parler de rôle de ces insectes-là, écologiques, agronomiques et économiques, des causes qui sont responsables de leur déclin et de leur disparition, ainsi que des mesures envisagées pour leur venir en aide. Je tiens d'abord donc à donner un petit historique sur les travaux qui ont été effectués dans notre pays sur la faune des apoïdes, et également vous donner un aperçu sur leur biologie et leur écologie. Alors, dans cette conférence, il ne s'agit pas de présenter les résultats de travaux personnels ou autres, mais c'est juste des informations, donc des généralités, enfin des connaissances sur la faune des apoïdes et son importance. Alors, les premières prospections sur la flore, disons sauvage, donc principalement sauvage dans notre pays, ont débuté, donc, on va dire, à la première moitié du XXe siècle, durant l'époque coloniale, avec les travaux d'auteurs, bien sûr, chercheurs étrangers. Donc, je citerai quelques noms: Saunders, Alfken, Benoît Maurice. Bon, les années des travaux, vous les avez devant vous. Alors, ces auteurs ont prospecté dans différentes régions de l'Algérie, mais également, bien sûr, dans la région du Maghreb et l'Afrique du Nord en général. Et plusieurs régions donc, ont été prospectées. Par exemple, Benoît, donc, il est allé même dans la région du Hogar. Alors, après, vers la fin du XXe siècle, il y a eu encore des travaux, donc un peu plus récents, comme ceux de Dali, en 83, qui a, lui, travaillé sur les cératines de l'Afrique du Nord, donc également l'Algérie. Donc, il a établi une clé des différentes espèces de cératines. On retrouve également les traitements de Zondane. Alors, c'est un auteur qui travaille sur les mégachidés. Donc, ce sont des familles, j'y reviendrai un peu plus loin, donc essentiellement dans le Maghreb. Et les travaux de Gustave et Schwartz, qui, eux, ont travaillé sur les espèces du genre Andrena. Donc, ils ont établi toutes les espèces du genre Andrena de l'Afrique du Nord, Maghreb, donc de l'Algérie, avec donc des clés, des cartes de distribution, etc. Alors, en ce qui concerne les travaux donc, qui ont été menés par des auteurs algériens, excusez-moi un instant. Alors, on retrouve les travaux essentiellement de Lodi. C'est en fait lui qui a repris les prospections sur les abeilles dans notre pays vers les années fin 90. Donc lui et son équipe, donc ils ont travaillé essentiellement sur
les abeilles donc de la flore sauvage, essentiellement dans la région de Constantine, mais aussi dans différentes régions du nord-est. Alors il y a eu des travaux donc à Guibéol sur les mégachilidés, Checheleol, Benalfaïol, c'était sur les andrénidés. Schreier et Hall, bon, c'était dans la région de Gelfra, mais je ne sais pas exactement. Mais il a toujours travaillé sur les abeilles de la flore sauvage essentiellement. Les travaux de Benzifallah et Hall, dans le nord du pays, essentiellement dans la région centre, Alger et autres. Jouama et Hall, ils ont travaillé sur le groupe des alictidés, Bekili et Hall sur le groupe des kleptoparasites, les abeilles kleptoparasites. Marni et Hall sur le groupe des anthophorinés et eucérinés, enfin, Chichon également sur les alictidés. Alors il y a des travaux assez récents, 2020-2021, Bouti et Hall, et Robalini et Hall, qui ont travaillé également dans la région de Quira, la région du Nord et cette fois-ci un petit peu la région de l'Ouest, parce que la plupart des prospections ont été menées dans la région nord-est essentiellement du pays, un petit peu le Sahara, comme la région de Biskra, mais dans l'Ouest il n'y avait pas encore de prospection. Ils ont commencé justement avec les travaux de Bendifla, donc il y a une petite équipe dans la région de Tlemcen, et ils ont commencé les prospections dans la région de l'Ouest. Alors en ce qui concerne, ça c'était essentiellement sur les plantes sauvages, spontanées. Ce qui concerne les plantes, en ce qui concerne les plantes cultivées, il y a eu donc quelques travaux qui ont été effectués sur différentes plantes, telles que la fève, dans la région de Constantine. Alors on trouve aussi le concombre, la courgette, le navet, radis, la lavande, la févrole, la coriandre, travaux de Bendifla également. La fève également dans la région de Tizi Ouzou, les travaux de Awazadli et Hall. Et enfin, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés dans le cadre de master sur différents arbres fruitiers, tels que le pommier, poirier, abricotier, cerisier, mais ces travaux n'ont pas été bien sûr encore publiés. Ils ont fait l'objet de communication, mais pas de publication. Et puis plus récemment, des travaux sur la luzerne, le pont chiche et le colza. Donc ça, c'est pour la flore cultivée. Alors, je voulais aussi donner, en plus de cet aperçu-là, enfin historique, sur les travaux en Algérie, essentiellement, il y a un dernier travail qui a été effectué par Chibl et Hall en 2021, dont je suis co-auteur, et qui, en fait, il a établi une liste de toutes les familles, genres et nombre d'espèces, en citant aussi des espèces, dont l'Afrique du Nord, donc la région du Maghreb, l'Égypte, et également dans le Moyen-Orient. Ajouté à cela aussi les données de Discover Live en 2020. Alors en Algérie, on a 6 familles d'abouïdes. Alors dans le monde, il y en a 7. Et nous, on en a 6, mais même en Europe ou en Amérique, on trouve généralement 6, parce qu'il y a une seule famille, une petite famille d'abeilles, qu'on ne retrouve qu'en Australie, donc dans l'hémisphère sud. Alors, je reviendrai un petit peu sur ces familles-là, on s'est aperçu. Alors, les familles, on va commencer par les colétidés, qui sont représentées par 2 genres. Alors il y a le Colétesianus, et bon, vous avez à côté le nombre d'espèces, 23, 32. Bon, c'est pas une famille qui est très, on va dire, diversifiée chez nous. Les andrénidés, on retrouve 5 genres. Le principal genre est certainement le genre Andrena. Alors on a plus de 200 espèces. Et bien sûr, ce travail, bien que c'était un travail récapitulatif, mais c'est possible que les auteurs n'ont pas toutes les données. Donc, il y a peut-être plus d'espèces que ça. Il y a même certains genres peut-être qui n'ont pas été mentionnés. Donc, faute de données présentes, c'est tout. Alors, nous avons les alictidés avec 10 genres. Les principaux sont le genre Alectus, la Soglossum et Sphecodes. Donc, le genre Soglossum plus important avec 61 espèces. Alors, les mélitidés sont représentés par 3 genres. Chez nous, en Algérie, c'est le genre d'Azipoda qui est le plus diversifié. On en a 8 espèces. Les mégachilidés, 23 genres. C'est une grande famille d'abeilles qui est très diversifiée chez nous. Donc, il y a 23 genres. Les principaux sont le genre Antidium, Celioxys, Oplitis et Mégachile.
On retrouve également le genre Osmia avec 45 espèces, le genre Stelis avec 13 espèces. Et comme j'ai dit, les chiffres ne sont pas complets, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, la famille des apidés avec 19 genres. Les principaux, le genre Autophora, Serratina, Eucera, Nomada. Donc le genre Nomada, on a déjà 64 espèces. C'est un genre qui regroupe des espèces kleptoparasites, qu'on appelle les abeilles coucou, c'est-à-dire dont les femelles ne peuvent pas récolter le pollen. Alors, elles vont pondre les œufs, elles vont parasiter les nids d'autres espèces d'abeilles, pondre leurs œufs, donc ils vont se développer avant et donc se nourrir de la provision de l'espèce hôte. Alors, pour résumer ça, selon les données de HR et Pickering, dans Discover Life 2020, le nombre d'abeilles recensées en Algérie est d'environ 826 espèces. Et la liste peut être très longue. 204 d'entre elles appartiennent à la famille des Megachilidae. Pour voir ainsi l'importance de la famille des Megachilidae. Elle est vraiment très diversifiée chez nous. Plus de 200 espèces. Alors là, on a aperçu un petit peu sur ces différentes familles, pour avoir une idée. Donc il y en a 6. Je commence par les familles des abeilles primitives. On en a 4, je pense. Donc il y a la famille des Collettidae. Donc c'est une famille, la caractéristique de cette famille, c'est que leur langue présente une extrémité bifide, donc avec 2 parties séparées. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors le pollen est généralement récolté sur quelques espèces de plantes, 1 ou 2 familles, donc c'est des espèces, on les appelle oligolectiques. La nidification est essentiellement terricole, enfin la plupart des abeilles en fait sont terricoles, à 70%. La paroi des cellules est recouverte d'une membrane transparente et on a 2 genres en Europe et en Afrique. Vous avez donc des photos de quelques espèces, enfin une espèce pour les 2 genres. La famille des Alectidae, également une famille d'abeilles primitives, donc à langue courte. Quand on dit abeille primitive, donc la caractéristique c'est qu'elle présente une langue courte. Alors c'est un genre qui est très abondant, une famille abondante avec 74 genres, plus de 3500 espèces décrites dans le monde. Les espèces sont majoritairement anthropophiles, c'est-à-dire qu'elles vivent dans les milieux qui sont fréquentés par l'homme. On les appelle également des abeilles à sueur. Alors les principaux genres, la Soglossum, Alectus, le genre Sphecodes. Donc les représentants sont des espèces coucou, enfin des abeilles coucou, kleptoparasites. Et la caractéristique, c'est qu'ils présentent un abdomen rouge, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et puis un genre, le genre Pseudapis. Ce genre-là, donc les espèces de ce genre ont été surtout récoltées dans le sud. Il est plus abondant dans le sud que dans le nord du pays. Alors la famille des Andrénidae, toujours famille d'abeilles primitives, représentée également par la répartition mondiale. Bon, elle est absente, en Australie, on ne retrouve pas cette famille, plus de 2000 espèces et 36 genres. Les espèces sont fouisseuses, donc nidifiées dans le sol. On les appelle également les abeilles des sables parce qu'elles préfèrent les sols sablonneux. Les espèces sont oligolectiques, voire monolectiques, c'est-à-dire on peut trouver des espèces qui ne visitent qu'une seule plante, uniquement. Alors les genres, nous avons Andrena, Panergus, Panergenus. Dans notre pays, en Algérie, le genre le plus abondant, c'est vraiment le genre Andrena. C'est un genre très très diversifié avec plusieurs sous-genres. Et aussi très compliqué point de vue identification, même si les autres groupes sont aussi difficiles. Famille des Mélitidés, là, entre dans les abeilles primitives. La famille des Mélitidés, c'est une petite famille d'abeilles, 14 genres seulement, 160 espèces décrites dans le monde. La distribution est paléarctique et néarctique, et donc Europe, Afrique du Nord, et néarctique essentiellement l'Amérique du Nord. Les espèces sont toutes terricoles, univoltiles, c'est-à-dire une seule génération, et elles sont oligolectiques. Nous avons le genre d'Azipoda. Dans certaines espèces, notamment l'espèce Ertipes, comme vous pouvez le voir, elle présente sur le tibia postérieur une bronze qui est très développée, très dense, avec des poils qui sont extrêmement longs. On arrive à la reconnaître ainsi, d'où son appellation Ertipes. Donc le genre Macropis, le genre Melita. Donc cette famille n'est pas vraiment très diversifiée chez nous.
La famille des Megachilidae est notre famille donc très importante, une distribution cosmopolite, 74 genres, et la caractéristique chez cette famille, c'est que les femelles présentent leur bronze n'est pas située sur le tibia, je vais y revenir plus loin, mais elle est située sur le ventre, comme vous pouvez le voir sur la photo tout à fait à gauche, à droite, pardon. Donc il y a une brosse, c'est la brosse qui permet de récolter, de stocker le pollen. Alors on trouve également plusieurs genres, le genre Antidion, caractérisé par la présence de bandes jaunes discontinues sur l'abdomen, le genre Osmia, des abeilles de taille moyenne à grande avec un corps trapu et très poilu, le genre Chelostoma, un abdomen cylindrique avec un abdomen cylindrique, et le genre Ariades. Donc la photo à droite, c'est le genre Megachile. J'ai lu bien, mais je n'ai pas utilisé. Alors, la famille des Apidae est certainement donc la famille des abeilles la plus grande. Voilà, il était mettre. Voilà. Donc, c'est une famille bien sûr cosmopolite et qui contient les espèces sociales, donc abeilles domestiques et bourdons. Les abeilles domestiques sont regroupées dans le genre, bien sûr, Apis. On a plusieurs, bien sûr, espèces par rapport à la distribution géographique. Nous avons le genre Bombus. Donc les deux sont des espèces sociales, donc avec des castes, reines, ouvrières, etc. Ici, deux espèces, Bombus silvestris, Bombus terrestris, c'est le plus connu. Donc c'est l'espèce cosmopolite, donc c'est des espèces, comme vous voyez, de grande taille et donc extrêmement velues. Alors on peut retrouver aussi le genre Amegila, le genre Nomada, donc qui regroupe, comme je l'ai dit tout à l'heure, les espèces kleptoparasites, et le genre Xylocopa, donc c'est des abeilles aussi de grande taille, le tégument est noir, d'accord. Alors on a Xylocopa violacea, qu'on retrouve chez nous. Xylocopa pubescens, auparavant on pensait que cette espèce donc, est absente de l'Algérie, mais elle a été signalée dernièrement. Dans les travaux, je pense, de Bendifala aussi. Je vais mettre le truc. Bon. Alors, maintenant on va dire, c'est quoi la pollinisation? Donc bien sûr, la plupart d'entre vous connaissent bien sûr la pollinisation ou ont déjà entendu parler de la pollinisation. Donc c'est le processus qui va permettre de transporter alors, les grains de pollen, donc des anthères d'une fleur sur le stigmate, bien sûr, d'une autre fleur. Alors ce transfert peut être assuré par des vecteurs. Alors les principaux vecteurs, ce sont les insectes. Et dans ce cas-là, on parle de pollinisation croisée, d'accord, parce que c'est d'une fleur à une autre fleur et par le biais, bien sûr, d'un insecte. Alors, on peut retrouver la pollinisation par le vent, un hémophile. Alors, ça concerne essentiellement les plantes dont le pollen est microscopique, très abondant, donc qui peut être pulvérisé dans l'air et transporté par le vent. C'est le cas de la plupart des graminées, blé, orge, etc. Mais certaines espèces aussi maraîchères, telles que la betterave, donc, peuvent être pollinisées par le vent. Et nous avons l'autopollinisation, donc ici vraiment il n'y a pas de transfert, mais c'est le pollen donc d'une même fleur, d'accord, qui est déposé sur le stigmate de la même fleur. Donc, à l'ouverture de la fleur, à l'anthèse, donc les grains de pollen vont être libérés et vont tomber directement sur le stigmate. Mais la visite aussi des insectes, voire le vent, qui peut secouer les fleurs, peut aussi assurer l'autopollinisation. Donc ça, c'est pour l'autopollinisation, qui est responsable de la fécondation et donc de la reproduction des plantes. Alors, tout le monde sait que, on sait que les insectes sont les principaux pollinisateurs. Mais parmi les insectes, ce sont les abeilles qui sont les pollinisateurs majeurs. Alors les autres insectes, on trouve les lépidoptères, les coléoptères, les diptères,
mais ils ne sont pas vraiment très efficaces dans le transfert, de pollen. Donc ce rôle est vraiment attribué à l'abeille, aux abeilles donc domestiques et solitaires. Pourquoi donc les abeilles? Parce que tout simplement elles ont des dispositifs, donc des caractères morphologiques, donc des dispositifs de récolte et de transport de pollen sur leur corps. Alors celui-ci peut être récolter et transporter, bon la récolte c'est autre chose, c'est beaucoup plus pour on va dire le stockage, le transport, sur le tibia. Donc on retrouve chez toutes les abeilles sociales, d'accord, une brosse sur le tibia. Et c'est là donc, où le pollen va être stocké. Alors chez certaines abeilles primitives telles que les andrénidées et les alectidées, on va retrouver en plus sur le trochantère, qui est le premier article de la patte, plus le fémur, le deuxième, là on voit très bien sur le fémur, une frange de longs poils, donc qui sont un petit peu recourbés et très longs, et donc qui permettent de stocker le pollen. On le voit ici sur la photo, là. En plus bien sûr du tibia. Mais le pollen aussi peut être transporté sur les autres parties du corps, mais à moment les principaux dispositifs. Alors je reste dans les mégachilides, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la brosse de récolte elle est là, donc au niveau du ventre. Et pour les insectes, les abeilles sociales, donc comme l'abeille domestique et les bourdons, eh ben, eux ils ont une brosse, ce qu'on appelle une corbeille, donc sur le tibia postérieur, côté interne, d'accord, c'est une dépression qui est lisse, entourée de poils, dans laquelle sont stockés le pollen. Alors les abeilles aussi présentent un appareil buccal type broyeur lécheur. Donc ils ont une langue qui leur permet bien sûr de lécher et d'aspirer le nectar. Alors un peu de biologie et d'écologie. Alors comment se développe une abeille solitaire? Donc les stades c'est un petit peu les mêmes pour l'abeille domestique. Alors bon, au printemps, parce que la plupart des abeilles vont débuter leur activité, vont émerger les adultes au début du printemps. Il y en a d'autres bien sûr en début d'été. Donc nous avons les mâles et les femelles, donc les adultes qui émergent. Après ils vont venir s'accoupler, généralement sur les fleurs. Après, la femelle, elle va commencer à construire son nid, parce que les abeilles solitaires, c'est la femelle qui construit son nid, qui s'occupe donc du couvain, etc. Elle fait tout. Donc la femelle, comme j'ai dit, donc elle va commencer à construire son nid. Alors elle va butiner bien sûr sur les fleurs pour récolter le pollen et le nectar. Une fois le nid construit, elle va déposer la provision. Donc ça c'était un nid, une coupe, on voit les cellules séparées par des cloisons, et puis il y a la provision, donc c'est du pain d'abeille, mélange de pollen et de nectar, et la femelle va pondre les œufs sur la provision. Alors après les œufs vont éclore, ils vont bien sûr donner des larves, on voit ici la larve, qui va donc consommer le pain d'abeille. Alors ça, on est pratiquement vers la fin de l'été. Okay. Alors ensuite, toutes les larves sont fermées dans un cocon, d'accord. Donc c'est la phase de la lymphose. Ici donc ce sera une phase de quiescence, automne, fin d'été, automne et hiver. Donc toutes les nymphes sont enfermées dans leur cocon. Et après à l'approche donc du printemps prochain, donc les nymphes donc vont poursuivre leur développement et vont donner des adultes. Les adultes émergent et le cycle reprend, donc accouplement, etc. Construction de nouveaux nids. Alors, justement, les abeilles présentent des modes de nidification qui sont très variés. Alors là, j'ai sur le schéma quelques nids. Alors, les deux premiers nids ici, ce sont les nids d'abeilles primitives. Donc, j'ai dit tout à l'heure, la plupart des abeilles, environ 70%, sont terricoles, donc nidifient dans le sol. Alors, essentiellement, surtout les abeilles donc, primitives. Donc, voici les deux nids. Alors, on voit comment est structuré le nid. Donc là, c'est l'entrée du nid, qui sera couverte par un petit monticule. Et puis, nous avons des galeries qui sont creusées, bien sûr, donc, dans le sol. Là, on va retrouver à la fin, aux extrémités des galeries, on va trouver des cellules. Et c'est là que les femelles vont venir déposer leurs œufs, bien sûr, sur la provision. Donc nous avons ici deux nids différents. Le nid d'un alectidé
c'est un petit alexidé, c'est Nomia melonderi. Et côté, c'est le nid d'un colitidé, genre avec primitif. Donc on peut avoir d'autres nids. Alors ici, nous avons le nid d'une espèce qui appartient à une espèce de mégachilidé, on l'appelle Chalicodoma. Bien sûr, il y en a d'autres. Alors ces abeilles, on les appelle les abeilles maçonnes, parce qu'elles construisent leur nid. Alors, elles vont utiliser tout ce qu'elles peuvent trouver comme matériaux dans la nature, de la terre, petites pierres, des brindilles, morceaux de feuilles, qu'elles vont mélanger ensemble et, avec leur salive, etc. Et donc, elles vont former une petite masse. C'est ça le nid. Et ces nids-là peuvent être donc déposés sur différents supports. Ça peut être les murs de vieilles bâtisses, ça peut être un rocher, un tronc d'arbre, une branche, etc. Donc on peut les trouver un petit peu partout dans la nature. Bon, le nid, ici vous avez les entrées du nid, et puis directement les cellules, bon, un petit peu cylindriques ici, de forme cylindrique, donc il n'y a pas vraiment des galeries. Okay. Alors pour le dernier nid, c'est le nid d'une abeille charpentière. Nous avons les abeilles maçons, nous avons les charpentières. C'est le cas de Xylocopa. Je vous ai montré la photo tout à l'heure. Les espèces de ce genre vont construire leur nid dans, par exemple, du bois mort. Ça peut être des bûches, branches d'arbres mortes. Donc elles vont creuser des galeries que vous pouvez voir. Et puis là, on fait une coupe par exemple de la galerie, puis on voit les cellules avec les œufs, et puis la séparation des cellules par des cloisons. Et les nids peuvent être tapissés différemment, ça dépend des espèces. Alors, dans la diapo suivante, là vous avez des nids réels, donc tout à l'heure c'est des schémas, donc ça ce sont des photos. Voilà pour une abeille maçonne, vous voyez comment se présente le nid avec les cellules. Là c'est pour l'abeille charpentière, voilà, donc on prend, c'est dans une bûche, puis on a découpé et on voit très bien les galeries avec les nids. Alors nous pouvons trouver des abeilles appartenant surtout à la famille des Mégachilidae, les osmies, qui peuvent nidifier dans des coquilles vides d'escargots. Donc en fait, tout peut être utilisé pour, s'il y a des espaces vides, sont occupés. Donc elle fait son nid à l'intérieur. Là, c'est le nid d'une mégachile dans une bûche. Donc on voit les cavités cylindriques, bon, les parois sont tapissées par des feuilles ou autres. Et puis ici, on voit c'est des feuilles qui sont sectionnées. Là, nous avons des espèces, c'est des mégachiles, qu'on appelle les coupeuses de feuilles, mégachiles coupeuses de feuilles. Parce que pour construire leur nid, pour tapisser la paroi de leur nid, elles vont venir donc couper, inciser des feuilles, essentiellement de rosacées. On les trouve sur les rosacées. Donc c'est des encoches demi-circulaires. Donc dès qu'on les retrouve, par exemple, je sais pas, dans la nature, dans un verger, il y a des rosacées par exemple fruitières, on sait d'emblée qu'il y a des mégachiles dans le coin et qui vont donc polliniser les cultures dans les alentours. Alors, maintenant, je vais parler de l'importance de la pollinisation entomophile sur la production agricole. Alors, on a plus de 80% de notre alimentation qui dépend du service de pollinisation. Et de nombreuses plantes cultivées, dont beaucoup sont des plantes alimentaires majeures, dépendent des insectes pour leur fructification. Pour savoir, il y a même les plantes qui sont autogames, c'est-à-dire normalement qui ne sont pas pollinisées par les insectes, bénéficient du service de pollinisation. Et leurs rendements sont améliorés en présence d'insectes. Alors, nous avons parmi ces cultures, les cultures à graines oléagineuses, donc comme le cartin, tournesol, colza, moutarde, cotonnier, les cultures légumineuses fourragères destinées à la production de semences, le luzerne, le sainfoin, le trèfle, les cultures de légumineuses protéagineuses telles que les fèves, féroles, pois chiches, lentilles, les cultures de cucurbitacées avec le concombre, les courges, courgettes, melons, pastèques et la culture de quelques solanacées telles que la tomate. Parce que si on prend par exemple le cas de la tomate, bon, dans certaines régions, la tomate, comme dans la région de Constantine, tout ce qu'on a fait comme travaux, on n'a jamais trouvé une abeille sur la tomate, sur les fleurs de tomate. Dans d'autres régions, c'est possible de trouver des abeilles et même des agriculteurs qui ramènent des colonies pour polliniser donc,
cette culture. Alors nous avons les cultures de plantes potagères destinées à la production de semences, la carotte, l'oignon, le chou, le radis, etc. Les cultures d'arbres fruitiers, donc abricotiers, cerisiers, pêchers, pruniers, tous les arbres fruitiers, essentiellement les rosacées, bénéficient donc du service de pollinisation pour augmenter, donc favoriser les rendements. Les cultures de petits... Comment je fais? Bon, je vais courir. J'essaie de faire vite. Alors, les petits fruits, bon, vous pouvez voir... Alors, l'importance écologique de la pollinisation, je vais passer rapidement dessus, parce que le service de pollinisation n'est pas, son importance ne se limite pas aux plantes alimentaires cultivées, mais aussi aux autres plantes qu'on peut trouver dans la nature. Toutes les plantes, en fait, qui sont présentes. Bon, je cite les plantes destinées au bétail, les plantes qui contribuent à la conservation des sols, l'érosion, etc. Je suis obligée de faire vite. Alors, l'incidence économique de la pollinisation, maintenant, entomophile. Alors, une prise de conscience au niveau international, du Journal international des pollinisateurs, a entraîné depuis donc quelques années le lancement de l'initiative internationale pour la conservation et l'utilisation durable des pollinisateurs, lors d'une 5e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Alors, cette initiative a été facilitée et coordonnée par la FAO. Le plan d'action lié à cette initiative comprend un volet d'évaluation dont l'objectif c'est d'évaluer les impacts sociaux, économique d'un déclin des pollinisateurs, essentiellement dans les régions rurales, parce que les gens là-bas dépendent tout simplement de l'agriculture. À cette fin, donc, il y a eu un outil qui a été établi, c'est un coefficient un petit peu complexe, mais qui permet d'évaluer, peut-être approximativement, l'impact monétaire de l'action des pollinisateurs sur la production agricole. Alors, à une échelle nationale ou à l'échelle mondiale. Alors ici, nous avons Galéon en 2009 qui ont utilisé cet outil pour évaluer la valeur du service de pollinisation à l'échelle mondiale. Alors, elle a été estimée en 2005 à 153 milliards d'euros. Okay. Alors, si on prend les cultures légumières seules, ici, alors c'est 50 milliards d'euros, uniquement pour les légumes. Alors pour l'ensemble, bien sûr, on est arrivé à 153 milliards, et ça ne concerne que les plantes cultivées, alimentaires, on ne parle pas des autres plantes. Alors il y a un indice ici de vulnérabilité qui est aussi utilisé dans cet outil-là, et il permet tout simplement de voir parce qu'il y a certaines plantes qui sont confrontées dans certaines régions au déclin des pollinisateurs. Donc on le calcule pour voir un petit peu quelles sont les plantes qui donc seront confrontées beaucoup plus au déclin des pollinisateurs. Alors cet outil aussi a été donc il peut être utilisé par pays, mais par région. Par exemple, quand j'ai pris ici l'Afrique du Nord, alors la valeur totale de la production en euros, elle est de 40 milliards, et la valeur monétaire du service de pollinisation, elle est de 4 milliards. Alors l'indice de vulnérabilité 11, bon, n'est pas très élevé, mais nous avons quand même, c'est certain, des plantes qui seront confrontées au déclin des pollinisateurs, puisque nous avons certainement un déclin. Alors les causes du déclin des pollinisateurs, je vais passer donc rapidement. Alors vous avez l'emploi généralisé et abusif des pesticides, les remembrements qui vont entraîner les extensions des monocultures, donc entraîner on va dire la diminution donc, des fleurs sauvages. Donc il n'y a qu'une seule culture. Quand elle arrive à la fin de la floraison, tous les insectes qui se sont installés là-bas vont mourir puisqu'il n'y aura plus de nourriture. Alors nous avons l'entretien exagéré des bords de route, la fauche de plus en plus précoce et fréquente des prairies, alors l'extension de l'urbanisation, la création de zones industrielles et les feux de forêt. Alors en dernier, vous avez l'utilisation des OGM ou des PGM. Là, on est très sûr, selon les études, on ne sait pas si c'est dangereux ou c'est pas dangereux encore, mais il y a une action indirecte et une action directe. L'action indirecte, c'est que ça favorise les monocultures. Pourquoi on fait des plantes modifiées génétiquement? C'est justement pour pouvoir les cultiver sur de grandes surfaces et pour qu'elles soient résistantes aux herbicides, lesquels sont un danger bien sûr pour les autres insectes. Et donc les monocultures, qui dit monoculture dit diminution de ressources florales pour les abeilles. Ça c'est l'effet indirect, je ne parlerai pas de l'effet direct, on n'a pas le temps. Alors quelles sont les mesures de protection? C'est bon.
bon, je termine pratiquement. Alors, les mesures de protection, eh ben, il faut éviter tout simplement les causes, les facteurs qui entraînent le déclin. C'est comme ça qu'on pourra préserver donc, nos abeilles, enfin, nos insectes pollinisateurs. Alors, installation de bandes enherbées, de haies dans les champs, les vergers qui vont offrir des sites de nidification et constituer donc une source de nourriture. Bien sûr, les bandes doivent contenir des plantes qui attirent les insectes, qui sont une bonne source de nectar et de pollen, donc il ne faut pas planter n'importe quelle plante. Alors, création de haies buissonnantes dans les parcs et les jardins, qui vont offrir des abris donc, pour les animaux. Donc, préservation des fleurs de jardin, public ou privé, des bords de route, des prairies, en réduisant, comme j'ai dit tout à l'heure, les fauchages. Les insectes pollinisateurs, donc, y compris les abeilles, vont trouver donc les ressources de nourriture, un refuge. Donc, il y a certains insectes aussi qui peuvent construire leur nid, pas uniquement les abeilles. Donc, c'est utile pour tous les insectes pollinisateurs et auxiliaires. Alors, planter des arbres pour les pollinisateurs, éviter de faucher précocement et systématiquement les talus, raisonner, ça c'est plus important, les traitements phytosanitaires pour éviter leur utilisation en période de floraison et donc de butinage des abeilles. Et ne pas les utiliser serait encore mieux. Alors limiter ou empêcher la destruction systématique des mauvaises herbes pour préserver les zones, donc il faut préserver les zones non fauchées pour préserver les ressources alimentaires, entretenir les jachères avec un couvert végétal adapté à l'habitat, l'approvisionnement en nourriture des insectes, donc il faut planter des plantes idéales, surtout des légumineuses, trèfles, levèces, lusards, etc. et qui sont très riches en nectar, fabriqués et installés dans les plantations agricoles, mais aussi dans les jardins. Chacun de nous, les gens qui animent des jardins, ils peuvent faire ceci. Il s'agit de construire de petits nids artificiels, comme vous pouvez le voir sur les photos. D'accord. Et on les installe dans les champs, les vergers, d'autres endroits, milieux naturels, donc à une certaine hauteur au niveau des arbres, des branches, etc. Et on les laisse. Donc ici, c'est des tubes, c'est en bois, c'est cylindrique. Et puis voilà, on doit respecter le diamètre pour permettre aux abeilles de pénétrer et de construire donc leur nid. Ici, sur la photo, on voit donc une mégachile, voilà, avec un morceau de feuille, elle s'apprête à entrer dans son nid. Alors, je ne sais pas si je dois parler des ennemis, puis je vais terminer. Sachez que le véritable ennemi des insectes pollinisateurs, c'est l'homme et ses pratiques, les pratiques humaines notamment, les pratiques agricoles. C'est pourquoi il est important de trouver des méthodes environnementales qui préservent nos pollinisateurs. Bon, les ennemis, il y a des animaux, donc différents animaux qu'on voyait sur la photo, ça, ils peuvent un petit peu réduire les populations d'abeilles domestiques ou solitaires. Les plantes toxiques, les parasites que vous connaissez d'abeilles domestiques, certains virus, bactéries, les acariens, les protozoaires, les champignons, etc. Nous avons ici le varroa pour la voratose, un protozoaire, apis, la foustène, et puis le petit scarabée de la ruche. Bon, ils peuvent quand même contribuer, à réduire, notamment pour les abeilles domestiques. Pour les abeilles solitaires, ce sont les mêmes ennemis, mais on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les abeilles coucou qui vont parasiter les nids d'autres abeilles. Alors, certains pensent que l'élevage des abeilles solitaires, se sont dirigés, est une solution, mais c'est pas vraiment une solution de conservation. Et je dirais, ça peut conserver un petit peu parce que ça peut permettre à certaines espèces qui sont élevées de maintenir des populations stables, durant les périodes de floraison, parce qu'il y a des espèces qui sont cultivées pas élevées, pour polliniser une plante bien déterminée. Donc ça fait maintenant plusieurs années, il y a beaucoup de pays, notamment les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, donc qui font l'élevage de ces espèces-là. Okay, donc ce sont de gros producteurs de cocons qui les vendent à travers le monde. C'est pas vraiment une solution parce que le coût est vraiment très élevé. Aucun agriculteur, encore, il y a certains agriculteurs, même chez nous maintenant, qui achètent des colonies de bourdons pour polliniser leur culture de tomates, sous serre, d'autres cultures, mais ça reste quand même cher. Alors parmi les espèces qui ont été cultivées, nous avons Megachile rotundata, d'accord, pour polliniser, c'est plus un peu important. Alors Nomia melonderi, les osmies, c'est surtout pour polliniser les arbres fruitiers. D'accord. Vous avez les bourdons pour la pollinisation sous serre de certaines cultures, notamment tomates, concombres, etc. Je pense que j'ai terminé. Voilà. Merci pour votre attention.